Voilà. Donc, mesdames, messieurs, on continue effectivement notre travail dans le cadre du cours de méthode de recherche en sciences sociales. Ici, on est arrivé à la septième étape. Donc, la septième étape, enfin la dernière étape qui consiste à faire la conclusion. D'accord? Alors, donc, je rappelle tout simplement l'ensemble des étapes qu'on a parcourues ensemble pour arriver à cette étape. Alors, ici, je vais m'attarder un peu plus, effectivement, de façon à ce que je fasse, on va dire, la synthèse du cours, d'accord, avant d'entamer la septième étape. Alors, de façon synthétique, bien évidemment, je vais vous présenter l'ensemble de ces étapes. Mais avant toute chose, effectivement, je rappelle les trois actes de la recherche, d'accord? L'acte de la rupture, on rompt avec nos préjugés, nos convictions, nos valeurs, n'est-ce pas, avec un certain type de sens commun, avec les prénotions, d'accord? Ensuite, effectivement, on commence à construire, c'est-à-dire, ben, on élabore un modèle explicatif, n'est-ce pas? Un modèle d'analyse, on problématise, ensuite on élabore un modèle d'analyse, n'est-ce pas? Et finalement, on va sur le terrain, on observe et on analyse nos données, d'accord? Si vous voulez, vous avez les trois grandes étapes de la recherche qui sont détaillées en 7 étapes, d'accord? Qui sont détaillées en 7 étapes. Alors, donc, on va, en termes de synthèse, je rappelle, la première étape, ça consiste à construire une question de départ, puisque ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va. Ça nous permet de commencer notre travail de recherche sur des bonnes bases, et par conséquent, pour la construction, effectivement, de cette question de départ, on ne procède pas n'importe comment, d'accord? On a suivi, effectivement, un cours de méthodologie. Par conséquent, on respecte un certain nombre de principes déjà dès le début dans la construction de la question de départ. D'accord? Ensuite, effectivement, cette question de départ va nous permettre de mieux orienter notre recherche, effectivement, et c'est ça qui va nous guider en quelque sorte nos lectures, ok? Nos lectures, mais aussi les entretiens exploratoires qu'on pourrait éventuellement élaborer. D'accord? Alors, jusque-là, on va dire, notre recherche elle n'est pas encore bien définie. Notre question centrale de recherche, elle n'est pas encore très rigide, d'accord? Elle est très souple. C'est au fur et à mesure, effectivement, vous voyez ici, il y a des boucles de réfraction, c'est-à-dire vous revenez, effectivement, vous retravaillez votre question de départ, vous relisez, vous faites des entretiens, et il y a un va-et-vient constant jusqu'à ce qu'effectivement, votre question de départ devient une question de recherche problématisée. Et à ce moment-là, effectivement, les choses deviennent un peu plus rigides, d'accord? Alors, cette rigidité au niveau de la question de départ, c'est-à-dire quand la question de départ devient la question centrale et par conséquent, on sait ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Et effectivement, ça c'est dans l'idéal. Encore une fois, dans l'idéal, sur le terrain, bien évidemment, vous avez parfois des chercheurs qui, après 4 ans de terrain, ils se disent enfin j'ai trouvé ma problématique. Vous voyez? Donc ils font leur entretien. Il y a pas mal de chercheurs effectivement qui vont sur un terrain avec une question de départ qui n'est pas réellement problématisée, d'accord? Et qui font les entretiens et au fur et à mesure des entretiens, ils ils savent réellement problématiser. Alors ceci est particulièrement valable pour une recherche qualitative dans un esprit d'induction analytique, n'est-ce pas? Donc tout cela, on nous a expliqué auparavant, et ceci est valable dans cet esprit-là. Dans le cadre d'une recherche quantitative, on ne peut pas se permettre, bien évidemment. Il va falloir effectivement qu'on définisse notre question de recherche selon ces étapes, effectivement, et on construit notre modèle d'analyse, et après on envoie le questionnaire sur le terrain. On ne peut pas changer effectivement notre grille d'entretien au fur et à mesure de la recherche. Ça, c'est pas possible. Alors, donc, ici, à la deuxième étape, j'avais insisté sur le fait que c'est une étape importante, n'est-ce pas? Donc, c'est ici qu'on fait l'état de l'art. C'est ici qu'on va voir comment est-ce que les uns et les autres problématisent. C'est ici qu'on va aussi, on reste pas uniquement dans la bibliothèque, on va aussi sur le terrain pour observer euh, comment les acteurs pensent votre objet d'étude, d'accord? Et c'est grâce effectivement à cette étape d'exploration que nous pouvons enfin problématiser, d'accord?
Alors, par rapport à la question de la problématisation, qu'est-ce que la problématisation? Donc, on avait donné deux définitions. Premièrement, on va dire une problématique, c'est une question de recherche, bien évidemment, mais c'est une question de recherche qui pose le caméra de recherche, qui définit l'angle à partir duquel, effectivement, on attaque notre objet d'étude, d'accord? C'est une orientation théorique. Alors, ça, c'est une définition très simpliste. Enfin simpliste, je dirais que c'est une définition classique, d'accord, c'est une définition classique. Alors, en réalité, une problématique, en plus d'avoir une orientation théorique, elle a quelque chose de particulier, une bonne problématique particulièrement, c'est qu'elle est originale, d'accord. C'est qu'effectivement, une bonne problématique, c'est une bonne question de recherche en réalité, d'accord. Alors, on avait donné quelques exemples, on avait même, on s'était même proposé une méthodologie de construction de problématiques pour la rendre en quelque sorte originale, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sont en quelque sorte des façons de faire, n'est-ce pas? Il y a pas, on n'est pas dans les sciences exactes, on n'est pas en mathématiques où on a une formule et on applique et ça marche, d'accord? Ce sont des propositions qui peuvent fonctionner à certains égards et ne pas fonctionner à d'autres égards, d'accord? Donc soyez conscients, nous sommes dans les sciences effectivement molles, on est dans les sciences effectivement sociales et on n'est pas dans les sciences de la nature, n'est-ce pas? Ensuite, on a appris comment construire effectivement un modèle d'analyse, c'est-à-dire un ensemble d'hypothèses en articulation avec des concepts qui sont définis, opérationnalisés, c'est-à-dire on a défini des indicateurs pour ces concepts, n'est-ce pas? Et on sait exactement ce qu'on va devoir observer dans la réalité pour pouvoir se dire en fin de compte si nos hypothèses sont confirmées ou infirmées, n'est-ce pas? Donc, et finalement, on va sur le terrain, bon, soit on élabore un questionnaire dans le cadre d'une recherche quantitative, soit effectivement notre grille d'entretien devient de plus en plus, on va dire, fixe, de plus en plus déterminée, et à ce moment-là, effectivement, on récolte les données, et finalement, en fin de compte, on analyse, et ici, dans l'analyse des informations, on a vu deux sous-chapitres, on va dire, l'analyse quantitative. Alors, l'analyse quantitative, ça consiste, en gros, à faire des traitements statistiques, n'est-ce pas? Donc, disons, pour l'analyse quantitative, il faudrait, on va dire, un cours à part entière, effectivement, de statistiques, mais aussi pour l'analyse qualitative, effectivement, il faudrait aussi maîtriser au moins, on va dire, un outil d'analyse pour bien analyser les données. Alors, ce que je viens de dire, effectivement, est particulièrement valable quand il s'agit de traiter beaucoup de données qualitatives. C'est-à-dire, quand vous avez peu de données qualitatives, il y a moyen d'analyser les données sans pour autant faire appel à des outils sophistiqués en informatique pour pouvoir analyser les données qualitatives, d'accord? Si vous avez une dizaine d'entretiens, voilà. Franchement, il y a moyen tout simplement de construire des tableaux en Excel ou bien en Word, peu importe, et de catégoriser les données et ainsi analyser les données. Alors, si vous dépassez effectivement le nombre de 15, vous approchez à 20 entretiens, effectivement, l'analyse devient plus compliquée. Si vous voulez faire une analyse rigoureuse, effectivement, il va falloir passer par des logiciels. Et alors, mon ambition, c'est de vous présenter, entre autres, un de ces logiciels gratuits de traitement de texte, d'accord, qui a une certaine visée théorique aussi, mais bon, voilà, on verra si c'est possible ou pas, d'accord. Alors, il se trouve que je prépare les vidéos et je vous les transmets plus tard et que finalement ça fera partie de l'examen, mais que ça reste dans votre base de données pour pouvoir vous permettre de les exploiter par la suite dans le cadre de votre TFE, dans le cadre de votre travail de recherche, n'est-ce pas? Et voilà, donc maintenant on arrive à l'étape de conclusion. Voilà, donc la conclusion. Alors, en fonction effectivement de ce que vous allez mettre dans votre conclusion peut effectivement
être une petite conclusion, une grande conclusion, d'accord? Ici, moi, je vais vous expliquer, disons, les élémentaires à faire une conclusion de base, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'une conclusion? Ben oui, on conclut, on est en fin de parcours, d'accord? Tout cela pour cela, d'accord? Tout cela pour cela. Pourquoi je dis ça? Puisque il va falloir que vous travaillez correctement vos conclusions, d'accord? Ici, il y a 2 chapitres que vous devez particulièrement lire et relire, lire et relire, lire et relire, lire et relire, effectivement, c'est notamment l'introduction et la conclusion, d'accord? C'est via ces 2 chapitres que vous allez en quelque sorte attirer des lecteurs, n'est-ce pas? Puisque les lecteurs internes ou externes, peu importe, enfin, les personnes qui lisent effectivement vos travaux de recherche, ben, lisent dans un premier temps l'introduction, ensuite dans un deuxième temps conclusion, et ces 2 parties leur permettent en quelque sorte de dire ah, est-ce que ça vaut la peine de lire ce travail? Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors bien évidemment dans le cadre de la vie académique, donc bon ils vont lire le travail, c'est pas ça la question, mais je veux dire même vous quand vous allez lire un article scientifique, vous lisez l'introduction, vous lisez la conclusion, et après vous allez décider si ça vaut la peine de consacrer effectivement une journée à lire un article en détail de 40 pages. Parce que voilà, c'est du temps, c'est de l'énergie, n'est-ce pas? Donc la conclusion et l'introduction, effectivement, ce sont des parties les plus importantes de votre travail. D'accord? Et qui sont bien évidemment travailler, retravailler, travailler, retravailler, travailler, retravailler. D'accord? Donc, alors, par rapport à la conclusion, qu'est-ce qu'on met dans la conclusion? Ben, si dans l'introduction, on met des éléments qui annoncent au lecteur à quoi il doit s'attendre dans ce travail, d'accord? Qu'est-ce qu'il va lire sans pour autant annoncer les résultats. Ici, dans la conclusion, on va revenir sur nos pas. On va faire un rappel des grandes lignes de la démarche. C'est-à-dire, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on a vu dans ce travail, d'accord? En gros, on va rappeler la question de départ, la question de recherche. On va rappeler effectivement les éléments les plus importants dans notre modèle d'analyse, d'accord? Les éléments les plus clés, en quelque sorte. Quel a été notre champ d'observation quand on a été sur le terrain, qu'est-ce qu'on a observé, d'accord, et qu'est-ce qu'on a récolté, et on va faire, on va dire, la synthèse des analyses, d'accord, on a déjà fait un travail d'analyse, et ici on va faire la synthèse de ces analyses. Alors, donc, votre travail de conclusion, on va dire, c'est le résumé de votre travail, c'est la synthèse de toutes les étapes, de bout en bout, de deux questions de départ jusqu'à l'analyse des données, d'accord? Et à travers la conclusion, on pourrait voir effectivement le résumé, la synthèse de toutes ces parties. Ça va? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la conclusion classique. Il y a aussi effectivement d'autres éléments qu'on pourrait ajouter à la conclusion, notamment souligner les nouveaux apports de connaissances à travers votre travail de recherche, d'accord? Ou bien si vous voyez des perspectives pratiques qu'il faut changer. Si vous avez des prescriptions pratiques à faire effectivement aux hommes politiques, aux acteurs de terrain, effectivement, c'est au moment de la conclusion, bien évidemment, qu'il faudrait aborder ce genre de questions. Alors, par rapport aux nouveaux apports de connaissances, donc, il faut faire attention, il ne faut pas forcément que votre conclusion comporte cette partie. Si vous pensez que la qualité de votre travail est digne de façon à ce qu'on puisse prétendre apporter quelque chose à la communauté scientifique de par sa recherche, oui, pourquoi pas, d'accord? Maintenant, c'est pas, disons, une partie obligatoire dans la conclusion. D'accord. Perspective pratique, là, par contre, effectivement, les choses changent. Disons, pour un étudiant dans le cadre de ses études dans une haute école, dans une formation professionnalisante, d'accord, on s'attend à ce que les résultats du travail de TFE, du travail de recherche, servent à quelque chose en quelque sorte, d'accord. Sur le plan pratique, effectivement, on est un peu exigeant en disant, ben oui, quelle est la méthodologie d'intervention que tu proposes par rapport à la théorie effectivement que tu as étudiée,
d'accord? Tu as fait un travail de recherche, tu nous proposes effectivement des hypothèses que tu as été sur le terrain et c'est observé ou c'est pas observé, effectivement. Maintenant, sur le plan pratique, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, par rapport, effectivement, à cette partie, disons, des perspectives pratiques, ça peut constituer un chapitre entier dans un travail de TFE pour les étudiants de haute école, d'accord? Pour les étudiants de bachelier. D'accord? Pour les étudiants de promotion sociale, haute école, bachelier, peu importe. Mais en tout cas, pour une formation professionnalisante, effectivement, cette perspective pratique, ça peut effectivement constituer un chapitre entier, à savoir qu'on pourrait intituler méthodologie d'intervention euh, euh, ou tout simplement perspective pratique, tout simplement. D'accord? Donc, alors ici, dans le cadre de ce cours, moi j'ai mis ça tout simplement dans la conclusion, mais disons pour un TFE classique, pour un TFE, disons théorique, d'accord? Pour un TFE théorique, effectivement, pour un travail de recherche théorique, c'est à la conclusion qu'on pourrait éventuellement proposer quelques perspectives pratiques. Vite fait, bien fait. Ça va? Sans obligation. Ça va? Mais dans un travail de TFE, effectivement, d'une formation professionnalisante, moi je vous propose vivement de prendre effectivement vos perspectives pratiques et d'en faire un chapitre entier avant la conclusion, effectivement, là où vous marquez en quelque sorte vos perspectives pratiques, votre identité professionnelle, n'est-ce pas? La façon dont vous pensez qu'il faudrait agir sur le terrain. Donc, comme on l'a vu, effectivement, la conclusion est constituée de deux parties. Une partie classique où on fait la synthèse du travail, et c'est la partie obligatoire, et une partie qui n'est pas obligatoire, et en fonction des travaux de recherche, effectivement, peut exister ou ne pas exister, d'accord? À savoir les nouveaux apports de connaissances et les perspectives pratiques, d'accord? Et voilà, alors, s'il y a des choses que, disons, vous avez eu envie de dire tout au long de votre travail, et étant donné que votre travail de recherche suit quelque chose, un cadre, un protocole de méthode bien définie, par conséquent, on se dit, mais où est-ce qu'on va mettre ceci, où est-ce qu'on va mettre cela, mais j'aurais bien voulu parler de ceci, mais j'ai pas eu le temps, mais voilà, vous ne savez pas où le mettre effectivement, et vous voulez faire savoir au lecteur en disant, dans mon travail, j'aurais bien voulu faire ceci, j'aurais bien voulu faire cela, il y avait ceci, il y avait cela, effectivement on pourrait les mettre dans la conclusion, on pourrait effectivement aussi, bien évidemment, dans un travail de recherche, toujours souligner, disons, les défauts, les lacunes et les faiblesses méthodologiques de la démarche scientifique par laquelle on est passé. Effectivement, disons, le moment tout à la fin de la conclusion, le dernier paragraphe de votre travail, c'est un moment un peu euh, c'est un moment un peu moins formel, disons, n'est-ce pas? Là, c'est où on pourrait se lâcher un tout petit peu, effectivement, d'écrire les choses de façon un peu plus fluide, de façon un peu plus littéraire, si vous voulez. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça n'a rien de formel, effectivement. Voilà, c'est une question d'expérience, c'est une question de point de vue personnel, d'accord? Mais effectivement, on va dire, c'est la coutume auprès des étudiants, des chercheurs, effectivement. C'est tout à la fin, tout au dernier paragraphe où on se lâche. Attention, quand je dis on se lâche, on n'écrit pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais c'est des éléments qui ressortent un peu du protocole de recherche dans lequel on s'était défini en tant que, effectivement, scientifique, en tant que quelqu'un qui respecte les principes méthodologiques pour atteindre un degré de scientificité relativement acceptable. Nous voilà arrivés ici à la fin de ce cours. Donc le cours en soi est fini. À partir de maintenant, je vais enrichir ce cours à travers d'autres éléments, d'accord, notamment les règles éditoriales APA ou encore l'analyse des données qualitatives, l'analyse des textes, l'analyse des discours, d'accord. Donc je vais enrichir effectivement, disons, le cours à travers d'autres éléments. Mais en soi, le cours est fini.